21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Les villes de Gouraï et de Diaguili, désormais pourvues d'électricité après l'inauguration de leur centrale électrique, projet financé par la SOGEM. La journée mondiale de la métrologie célébrée par le département du commerce, de l'industrie et du tourisme sous le thème Mesures dans un monde dynamique. Et au lendemain du crash, les autorités égyptiennes annoncent la découverte de certains débris de l'appareil et des effets personnels des passagers. Comme annoncé dans les titres, les villes de Diaguili et de Gouraï, relevant de la wilaya de Guidimara, disposent désormais de l'électricité. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, également président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS, Ahmed Salim El-Béchir, a inauguré aujourd'hui les nouvelles installations électriques de ces deux villes. Il s'agit d'un poste à Gouraï de 90,33 kV et l'électrification de Diaguili. Le tout pour un montant d'1,8 milliard d'ouguiya financé par la SOGEM. Mohamed Lemine Bakar. Ce geste du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS, Ahmed Salim El-Béchir, annonce le début de l'électrification des villes de Diaguili et de Gouraï. Financé à hauteur de 2,8 milliards d'ouguiya par la SOGEM, la Société de gestion de l'électricité de Malantali, l'infrastructure électrique renferme un poste à Gouraï de 90,33 kV et l'électrification de Diaguili. Cette dernière réalisation renferme 12 km de lignes d'une capacité de 33 kV en plus des installations pour l'éclairage public. L'échange d'allocutions qui a marqué la cérémonie d'inauguration était l'occasion pour le haut-commissaire de l'OMVS, cabinet Komara, de souligner que ces réalisations sont le fruit de l'intérêt qu'accorde le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à l'OMVS et à l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Lui succédant, le directeur de la Somelec a lui souligné que son entreprise entend réaliser 4800 branchements électriques avec un coût abordable dans les deux villes. Quant au directeur de la SOGEM, il a apprécié les décisions prises par les hautes instances de l'OMVS, notamment la création d'un fonds de financement des projets d'électrification rurale. Enfin, la maire de Gouraï a salué ces réalisations qui vont, a-t-elle dit, améliorer les conditions de vie des habitants de sa commune. Ici à Nouakchott, la journée mondiale de la métrologie a été commémorée aujourd'hui sous le thème « Mesures dans un monde dynamique ». L'événement a été supervisé par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Thamdi Ould Mouknas, qui a pour l'occasion visité le laboratoire métrologique et d'autres outils utilisés dans la vérification des données métrologie. Bokar Baylaba. La métrologie est la science de la mesure. C'est donc l'ensemble des techniques et de savoir-faire permettant de donner une valeur à une observation. L'événement d'aujourd'hui a donné lieu à une allocution de la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Thamdi Ould Mouknas. Elle a rappelé que la célébration de cette journée intervient 2 semaines seulement après l'adoption par le gouvernement de la politique nationale de la qualité qui crée les fondements d'une infrastructure nationale basée sur la qualité pour la période 2016-2030. Elle a enfin remercié la coopération allemande pour l'appui considérable qu'elle accorde à la Mauritanie. À qui s'adresse la métrologie? Pour le savoir, cap sur le laboratoire national de la métrologie, dont les responsables ont édifié la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme et celui de la Pêche et de l'Économie maritime. Pour ces responsables, la métrologie s'adresse à tous ceux qui n'ont pas de mesure sur la performance de leur application, qui ont besoin de repères pour prendre des décisions et anticiper les actions futures. À rappeler que le laboratoire national de métrologie a vu le jour en 2012. Il comprend les unités de mesure des masses, des volumes, des températures et des longueurs. L'intérêt pour les ressources humaines, c'est la recommandation principale formulée par les participants à l'atelier de révision et d'évaluation de l'action du département de la santé pour l'année 2015. Un atelier qui s'est également penché sur la validation du plan d'action pour l'année 2016. Plus de précisions avec Abdullah Damaba.
Au sortir de ces 3 jours de discussion, les conclusions portent essentiellement sur la mise en place de mécanismes de suivi des recommandations de la revue annuelle avec un calendrier de mise en œuvre, l'élaboration d'un plan stratégique des ressources humaines accompagnant la deuxième phase du PNDS, la mise en place d'outils modernes de gestion des ressources humaines, le renforcement de la direction des ressources humaines afin qu'elle puisse assurer ses missions et gérer les dossiers du personnel, entre autres. Cet atelier consacré à la revue annuelle 2016 pour le secteur de la santé a réuni des directeurs de centres hospitaliers, des représentants des partenaires au développement. Ahmed Jiddoul Zain, chargé de mission au ministère de la Santé, est revenu au cours de son allocution sur la politique mise en place au niveau de ce secteur. Il est par ailleurs revenu sur les conclusions de cet atelier. Un exposé revenant de long en large sur les recommandations de cet atelier a été effectué. Les participants à ces rencontres ont tour à tour apprécié positivement les conclusions de cet atelier. Ils sont revenus sur les acquis notés dans ce secteur tout en indiquant qu'avec ces résultats, le secteur de la santé va connaître des améliorations. L'université de Nouakchott, principalement son amphithéâtre Al-Imam Malik, a abrité ce matin un colloque centré sur l'accueil par notre pays du 27e sommet arabe. Les participants à ce colloque ont débattu la portée et la signification de ce sommet de Nouakchott et les impacts qui en sont attendus dans l'impulsion de l'action arabe commune. Le projet était en gestation depuis plusieurs mois, période qui était nécessaire pour rassembler la matière qui devra constituer l'ossature de la télévision éducative. Apparemment, tout est fin prêt et à partir de ce soir, cette télévision éducative entamera la diffusion expérimentale de ses programmes sur les ondes de la 2e chaîne d'El Mauritania. Les programmes scolaires et leurs réalisations techniques ont été conçus par un staff du ministère de l'Éducation nationale et de la TVM. Ils ont pour but de renforcer les connaissances des élèves des derniers cycles de l'enseignement fondamental et secondaire. Et pour plus d'éclairage sur le rôle attendu de cette télévision éducative, nous avons invité sur ce plateau Madame Mariam Nsidina Oulidib, coordinatrice du projet de la télévision éducative. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous d'abord le fonctionnement de cette télévision scolaire et quel apport supplémentaire compte-t-elle apporter à l'opération éducative. Merci pour l'occasion. Le projet de la télévision scolaire qui est en phase d'expérimentation a été réalisé par le ministère de l'Éducation en collaboration avec la chaîne El Mauritania. Précisons que ce projet de la télévision scolaire s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le président de la République, son Excellence Mohamed El Abdelaziz, à la qualité de l'enseignement. L'objectif de la télévision scolaire, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement. Et toujours dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, le ministère de l'Éducation a élaboré pour cette année scolaire des fascicules de disciplines scientifiques, c'est-à-dire maths, sciences et physique-chimie, destinés aux élèves au profit donc des élèves de 7e année C et D, qui sont disponibles au niveau de toutes les directions régionales et sur support numérique et sur support papier. Mis donc à la disposition des élèves pour les aider à bien préparer les examens nationaux. Ensuite, nous avons l'importance de la télévision scolaire. Nous savons que la télévision scolaire fait partie des nouvelles technologies. Elle a plusieurs avantages, dont essentiellement elle cible un grand public d'élèves. Ensuite, nous avons des cours gratuits qui favorisent les élèves n'ayant pas les moyens de payer les cours de soutien. Et nous savons très bien tous que la télévision a une grande capacité d'attirer l'attention des élèves et de les mettre dans un état d'éveil permanent, et ce qui facilite aux élèves l'acquisition des savoirs. Et quelle est la méthode pédagogique suivie par cette télévision et en quoi diffère-t-elle de celle utilisée dans la réalité? Bon, voilà la méthode pédagogique ou la méthodologie suivie par cette télévision. Nous avons donc des canevas. Nous avons d'abord un comité de pilotage
où il y a des inspecteurs de chaque discipline. Nous avons 5 disciplines enseignées. J'ai oublié de vous dire que la télévision scolaire cible dans un premier temps les élèves de la première année, la 6e année du fondamental, de la 4e année du collège et de la 7e année la terminale, C et D. Là, nous avons donc un comité de pilotage. Ce comité de pilotage qui est formé d'une coordinatrice et des membres, les membres de ce comité sont des inspecteurs de chaque discipline, c'est-à-dire un du fondamental arabe, les langues enseignées, un du fondamental français, et nous avons aussi un inspecteur de mathématiques au secondaire, un inspecteur de physique-chimie et un inspecteur de sciences naturelles, toujours au secondaire. Nous avons un conseil scientifique qui élabore des canevas remis aux enseignants pour la production de leurs cours. Une fois après la production, les inspecteurs valident le contenu de ces cours. Et par la suite, on passe à l'enregistrement. Et après l'enregistrement, c'est le montage. Et juste après le montage, il y aura une deuxième validation. Est-ce que le produit est diffusable ou non? Ce qui nous permet de suivre correctement ces cours dispensés par la télévision scolaire. D'accord. Les programmes de la télévision éducative démarrent au moment où l'année scolaire est en train de tirer à sa fin. Pensez-vous que ce moment est opportun? Oui, vous avez raison, puisque il était prévu de suivre la progression des cours au niveau de tout le long de l'année scolaire, d'accompagner la progression des cours. Mais vous savez que tout début a ses difficultés, et là nous avions eu les nôtres, et comme on s'est trouvé en fin d'année scolaire, nous étions donc dans l'obligation de nous limiter à la correction des sujets de synthèse type d'examens nationaux. Et là, c'est-à-dire les examens de concours, brevet et bac. Donc là, c'est pour préparer les élèves pour mieux réussir les examens. Merci beaucoup, madame. Merci. Donc, un dernier mot, s'il vous plaît. Tout simplement, je voudrais demander aux parents d'élèves de créer un milieu favorable pour les élèves pour qu'ils puissent suivre ces cours de la télévision scolaire. Nous avions demandé au directeur de la chaîne El Mauritania 2 de nous dispenser ces cours entre les deux journaux, le journal arabe et le journal français, ce qui permettra aux parents de suivre le journal et de laisser le temps aux élèves pour le suivi de ces cours. Ensuite, nous savons très bien que toutes les observations et les suggestions sont les bienvenues dans le but de l'amélioration de ce produit. J'aimerais, avant de terminer, remercier l'équipe de la télévision pour sa disponibilité, direction bien sûr et technicien. Et aussi, mes remerciements vont à l'équipe pédagogique. Et merci. Merci à vous, madame Mariam Sidiane Oulidib. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes la coordinatrice du projet de la télévision éducative. Merci beaucoup. Nous allons à présent à Attar, et cela pour parler de la commémoration par le réseau des musées de Mauritanie de la Journée mondiale des musées. L'événement a été commémoré sous le thème « Azougui, un patrimoine naturel pour l'humanité ». Le choix d'Azougui n'est pas fortuit puisqu'il fut la première capitale des Morabitoun. Melika Narli. Les musées regorgent de vestiges de notre mémoire, notre histoire, notre culture qui ont traversé le temps pour rappeler au présent cette richesse dont nous sommes aujourd'hui légataires. C'est dans cet esprit qu'a été célébrée la Journée mondiale des musées par le réseau des musées privés de Mauritanie. Cette célébration tenue à Attar était placée sous le thème « Azougui, patrimoine mondial de l'humanité ». Le Wali de l'Adra a, dans une allocution, souligné que cette commémoration met l'accent sur l'importance de l'événement qui s'inscrit dans le cadre de la priorité accordée par le président de la République à la culture de manière globale et au site historique de manière particulière. Le maire a quant à lui souligné la pertinence du lieu de cette commémoration
qui a eu lieu dans la wilaya de l'Adrar, qui regroupe les villes de Chinguetti et Ouadane, qui ont été déclarées patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, en plus d'Azougui et de Tinigui. Après Atta, la délégation qui prenait part à cette commémoration s'est rendue à Azougui, au site historique, qui fut la capitale d'El Mourabitoun. Quant au président du réseau des musées privés de Mauritanie, M. Aynina Ouleyi, il a souligné que son réseau est appuyé par le ministère de la Culture. Il a déclaré également que les musées privés en sont à leur premier pas et de ce fait nécessitent beaucoup de soutien financier, mais surtout de formation, de renforcement des capacités dans ce domaine spécifique, afin que nous puissions, dit-il, être à l'image des musées de par le monde. Il est indéniable, dit-il, que nous disposons d'un riche patrimoine. Il nous manque la technicité. La délégation a visité les stands organisés à cette occasion où étaient notamment exposés des manuscrits, des textes et documents littéraires et religieux. Parmi ceux-ci, le premier manuscrit connu en Mauritanie, celui de l'imam al-Hadrami, Qadi d'El-Mourabitoun. À Nouadhibou, des élèves d'officiers d'actifs de l'école interarmes d'Atar et Mia ont visité aujourd'hui les locaux de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Ils ont été édifiés sur le rôle de la zone dans la recherche des investissements et ses projets en cours de réalisation. Ils ont visité le guichet unique dont la mission est de faciliter les transactions et l'attribution des agréments aux entreprises bénéficiant des privilèges et exonérations. Retour à Nouakchott qui abrite depuis hier soir le festival Soninké organisé sous le thème Action de sauvegarde de patrimoine culturel Soninké. La manifestation qui dure 4 jours enferme une exposition des produits artisanaux Soninké, des instruments de musique et des exposés et conférences sur le patrimoine culturel Soninké. Le festival est organisé sous le signe de Kango qui symbolise selon les organisateurs l'appel à l'unité, à la cohésion, à la paix et au développement. L'actualité internationale reste dominée par le crash hier de l'avion A320 d'Égyptair qui s'est soldé par la mort de l'ensemble de ses passagers, soit 66 personnes. Depuis, les recherches se poursuivent. Elles ont permis jusqu'à présent de retrouver quelques débris de l'avion ainsi que des effets personnels des passagers. Quant à l'origine de la catastrophe, elle demeure un mystère. Bokar Belaba. Les recherches se poursuivent en Méditerranée pour trouver les débris de l'Airbus A320 d'Égyptair qui s'est abîmé en Méditerranée pour des raisons encore indéterminées. L'armée égyptienne a annoncé ce vendredi avoir repêché les débris au large des côtes égyptiennes. Le ministère de la Défense grec est plus précis. Il confirme que des bagages et un membre humain ont été localisés dans la zone. Le vol MS-804 s'est abîmé en mer entre les îles du sud de la Grèce et la côte nord de l'Égypte dans la nuit de mercredi à jeudi sans qu'aucun problème n'ait été signalé par l'équipage. L'appareil a décollé de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 21h09 GMT avec 66 personnes à bord. Le contact avec le MS-804 a été perdu alors qu'il venait d'entrer dans l'espace aérien égyptien. C'est donc l'Égypte qui conduit les opérations de recherche avec 3 navires et des avions. De son côté, Paris a dépêché 3 experts du bureau d'enquête et d'analyse. Accompagnés d'un conseil technique d'Airbus, ils sont arrivés hier soir au Caire. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Les villes de Gouraï et de Diaguili, désormais pourvues d'électricité après l'inauguration de leur centrale électrique. Projet financé par la Sogène. La journée mondiale de la métrologie célébrée par le département du commerce, de l'industrie et du tourisme sous le thème Mesure dans un monde dynamique. Au lendemain du crash, les autorités égyptiennes annoncent la découverte de certains débris de l'appareil et des effets personnels des passagers. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.